bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Chuck RC. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur quelques modifications faites au Chronos, sur le Chronos, suite à la précédente vidéo des 16 et 17e packs, je crois, de mémoire, où j'avais parlé de quelques petites modifs, cerveaux, variateurs, et on parlera aussi d'impression 3D, puisque si vous tendez bien l'oreille, vous entendez une imprimante qui tourne, donc je vous montrerai ça, puisqu'en plus l'imprimante actuellement est en train d'imprimer le remplacement de mon aileron qui n'a pas aimé le dernier pack. Donc ce sera l'occasion de parler un petit peu d'impression 3D, puisque je ferai une vidéo explicative plus tard sur la machine en elle-même, l'imprimante, sur les différents filaments. Là ce sera une petite présentation rapide de l'impression 3D et de la machine. Donc pour en revenir au Chronos, donc, hop, alors, qu'est-ce que j'ai suite aux deux derniers packs, là, le 16 et 17e pack, je crois, et de la vidéo de mon retour qui était du coup en conclusion positif, hein, parce que c'est vraiment un véhicule que j'apprécie, même s'il y a quelques petits défauts. Parmi les modifications, il y a la première chose, hop, en gros plan, on approche, modification du cerveau ici. J'ai remplacé le cerveau par un cerveau chinois, qu'on appelle les cerveaux chinois. Alors quand on dit cerveau chinois, c'est parce que c'est des cerveaux qui sont achetés sur, par exemple, AliExpress. Des cerveaux qui sont vraiment pas chers, là c'est du 30 kg. Du 30 kg, les deux cerveaux, il y en a pour 15 ou 16 euros, je crois. Alors pourquoi j'ai changé de cerveau? C'est pas parce que l'autre avait un souci important, parce que les cerveaux Team Coralie, les noirs, sont vraiment des bons cerveaux, sauf que j'ai du jeu dans la tête. J'ai du jeu dans la tête, ce qui provoquait en fait un gros jeu dans la direction. Donc là ça bouge à peine, hein, si on regarde, ça bouge vraiment à peine. J'avais un gros jeu dans la direction au niveau de la tête. C'est-à-dire que la tête du cerveau ici a pris du jeu dans l'axe. Les pignons, les différents pignons là n'ont pas pris de jeu, mais la tête a pris du jeu. Parce qu'en fait il y a un système de petites pattes en plastique avec une sorte de méplat. Et c'est là que ça a pris du jeu. Donc là effectivement ça bouge pas, mais dès que vous avez la tringlerie, etc., ça a pris un peu de jeu. Alors c'est du Monster, enfin c'est du Mugi, hein, croisement Truggy Monster Truck, donc ça n'a pas besoin d'une grande précision, mais quand il y a déjà pas mal de jeux à l'arrêt, bon, j'ai préféré le changer pour essayer un cerveau chinois, en sachant que celui-ci fonctionne sinon très bien, va être réformé, et lui je vais le mettre tout simplement sur le TRX4 qui est ici, puisque le TRX4 a encore son cerveau d'origine Traxxas, celui-ci sera quand même plus sympa, en sachant que sur le Traxxas, même si celui-ci, le cerveau Coralie a du jeu, un crawler qui roule à la vitesse d'un escargot, s'il y a un peu de jeu dans la direction, c'est pas très très grave. Comparé à un véhicule comme ça, je préfère avoir un peu plus de direction, un peu plus de précision dans la direction avec ce genre de véhicule. Donc changement du cerveau. Pardon. Au niveau électronique, j'ai ajouté la rampe de condensateur qui est ici. J'en avais parlé dans la vidéo précédente, rampe de condensateur qui est fournie maintenant avec les véhicules neufs, que moi j'ai acheté à part. Alors, 4 condos qui sont déjà gagnés ensemble, hein, le fil noir sur le fil noir, le fil rouge sur le fil rouge, en entrée, en entrée de variateur. Alors, pour savoir qu'est-ce que ça... Pourquoi je l'ai mis déjà, moi, si je commence par là? Je l'ai mis parce que c'est conseillé même par la marque, et que maintenant c'est fourni avec la voiture. Donc je me dis que si la marque fournit ça avec la voiture, c'est pas pour rien. Il y a forcément un avantage, et qu'au mieux, ou plutôt au pire, ça ne changera rien. Et que peut-être, ça va éviter de faire vieillir prématurément le variateur, et peut-être aussi éviter ce que j'ai eu moi le week-end dernier pour la première fois, des coupures liées à la température du vario. Alors c'est toute une réflexion, tout un mécanisme au niveau du fonctionnement. Il faut savoir que cette rampe de condo pourrait faire un peu office un peu comme une écluse où on pourrait lisser un petit peu le courant que peut absorber certains composants du variateur pour éviter qu'il y ait trop de chute de tension ou trop de pics, ce qui pourrait provoquer une coupure ou ce qui pourrait provoquer de faire vieillir prématurément les condensateurs. J'ai déjà des retours d'utilisateurs sur la chaîne, et merci à eux, qui ont installé la rampe de condo et qui n'ont vu aucune différence en comportement. Donc ça c'est plutôt logique, hein, parce que ça ne va rien changer par rapport à la voiture, mais ça n'empêche pas les coupures thermiques du variateur. Alors que sur d'autres pages, ou ce qu'on peut voir sur certains forums, parfois, a priori, ça améliore les choses. Bon,
moi je pense très sincèrement que ça ne va strictement rien apporter au niveau coupure thermique, mais que ça peut augmenter la durée de vie du variateur, ou en tout cas éviter certains pics de tension qui pourraient le fatiguer plus vite qu'il ne devrait. Concernant les problèmes de température, dans un premier temps, ce que j'ai fait, j'ai démonté. J'ai nettoyé le dissipateur, parce qu'il y a un dissipateur dans ce variateur. Si vous regardez bien ici, hop là, par là, on voit les ailettes, par où passe l'air en fait, hein, voilà. Ici, on a pareil de l'autre côté. Alors, je vais enlever le câble. Voilà, on a pareil ici. Donc en fait, on a une circulation d'air hein, dans le dissipateur. Et le ventilateur qui est dessus souffle pour évacuer l'air chaud par les petites ailettes. Bon, mon ventilateur était bien dégueulasse, bien sale, resté poli, et le dissipateur était vraiment très très poussiéreux avec même des petites bouloches ouais, je vais appeler ça comme ça, des bouloches de pollen. Donc forcément, ça aide pas à ce que l'air chaud s'évacue entre les ailettes. Donc, gros nettoyage dedans, coup de soufflette. J'en ai profité pour mettre une petite grille en plastique sur le dessus du variateur pour éviter les petits cailloux, et aussi, pourquoi pas, les petites boules de pollen ou de poussière, enfin tout ce que vous voulez. On verra ce que ça donne. Si jamais j'ai toujours ces problèmes de coupure thermique, eh ben, on optera pour diverses solutions. Soit une pièce qu'on peut mettre sur le dessus avec un ventilateur plus gros, alors en enlevant le ventilateur à l'intérieur, mais un ventilateur plus gros qui permettrait de souffler plus vite. Soit une petite pièce, comme a pu faire Romain sur la chaîne Romanotest, une petite pièce en 3D qu'il a appelée le no-cut, pour pas de coupure hein, en français, qui permet de créer une sorte d'effet Venturi. Et apparemment, après ses premiers tests, là, juste le fait d'avoir ajouté la petite pièce sur le dessus, il n'a pas eu de coupure. Alors il va faire plusieurs essais pour être sûr que c'est bien le fait d'avoir changé cette pièce, enfin d'ajouter cette pièce qui ne provoque plus de coupure, mais sa pièce est tout simplement une sorte de cône, une sorte d'entonnoir en fait, qui revient sur le bord là, qui est un peu plus large, pour lequel lui, dans son idée première, c'était de mettre sur le dessus un ventilateur plus gros, qui souffle plus fort, mais là il l'a monté sans ventilateur, et apparemment il n'a plus de coupure. Il l'a démonté pour un autre run, en laissant d'origine, et les coupures sont revenues. Donc, bon, alors ça demande encore un peu quelques tests, mais pourquoi pas, parce que c'est une des solutions à avoir. Ou, comme j'ai pu voir moi sur certains forums plutôt outre-Atlantique, certains ont une pièce légèrement incurvée, avec, pour quelque part, guider, enfin récupérer un flux d'air, et ce flux d'air peut être tout simplement créé ou provoqué en faisant quelques trous dans la carrosserie, alors intelligemment, hein, l'idée c'est pas de découper n'importe comment, mais vous remarquerez sur la carrosserie, ici, on a une sorte de béquet là, sur le capot moteur. Si vous ouvrez ici, sur l'épaisseur, parce qu'on a quand même facile 3-4 mm, hein, 3-4 mm sur 4 cm ici, vous créez forcément une entrée d'air, qui elle va être naturellement poussée par la forme de la carrosserie ici, puis va descendre, va suivre la carrosserie. Et si vous regardez bien, ça va suivre la carrosserie et ça va forcément descendre à ce niveau-là et forcément emmener un peu d'air au ventilateur. Il faut parfois pas grand-chose pour aider la dissipation de la chaleur. Un courant d'air peut suffire. Donc tout ça c'est à tester. C'est l'intérêt aussi d'avoir une imprimante 3D, c'est qu'on peut sortir des pièces pour pas très très cher, alors pour peu qu'on soit capable de modéliser un petit peu, mais là c'est de la pièce assez simple. Et en plus, je vous parlais tout à l'heure du no-cut de Romanotest, sur la chaîne Romanotest. Romain a la gentillesse, en plus de se mettre disponible en téléchargement les fichiers, donc je pense qu'un de ces quatre, on la fera pour tester. Et c'est bien sympathique à lui, j'en profite pour le remercier. Donc voilà, modification, enfin surtout nettoyage du variateur, ajout des condensateurs et mise en place d'un autre cerveau. Voilà, c'est les petites modifications que j'ai pu faire suite à la vidéo précédente. On va aller rouler ce week-end pour voir tout ça, on fera une vidéo pour en discuter. Et puis comme vous l'aurez constaté, il n'y a plus d'aileron. Alors les supports ont bien morflé, hein. Il n'y a plus d'aileron puisque l'aileron, le voici. Voilà, avec la pièce, la copine qui vient là. Voilà, donc il en manque un bout, hein, il en manque un bout sur le terrain. Donc aileron bien fatigué parce qu'il a pris quand même pas mal de beignes. Donc c'est l'occasion d'en profiter pour vous présenter l'imprimante. Donc l'imprimante 3D, c'est une Artillery Sidewinder X1. Donc je vais passer sur la caméra 2, puisque la chaîne a tellement de moyens qu'on a maintenant tout un studio vidéo. Pof, caméra 2. Alors, on voit l'imprimante actuellement qui est en train de faire l'aileron 3D.
alors, dans une matière qu'on appelle le TPU, donc on en parlera tout à l'heure parce que j'ai d'autres pièces à vous présenter qui ont déjà été imprimées. Alors, je fais le tour de la table pour voilà, vous présenter avec ma jolie mimine que voici l'imprimante. Donc on a donc un plateau, ça c'est ce qu'on appelle un plateau. Le plateau fait 30 cm sur 30 cm, sur une hauteur maximum possible de 40. Donc on peut faire des pièces relativement importantes. 30 par 30 sur 40, ça commence à faire du beau volume. Plateau chauffant, ou le bed ou le lit. Plateau chauffant en 220, donc il monte très vite en température. Là-dessus c'est assez sympa. Le principe, c'est que la chaleur fait adhérer le fil. C'est-à-dire que là, l'aileron, plus la petite jupe tout autour, il n'y a pas de produit, il n'y a pas de lac, c'est juste la température qui fait retenir le fil. On a là le bloc buse, ventilateur, extrudeur, etc. Le principe, c'est une technologie qu'on appelle direct drive. C'est-à-dire que, pour faire simple, le mécanisme qui tire sur le fil est placé juste au-dessus de la buse, là où ça fond et que ça dépose. L'autre technologie, le moteur qui tire sur le fil, est plutôt passé sur les côtés, ici ou de l'autre côté. Il tire sur le fil, et donc forcément le fil passe dans un tube, et ça arrive après à la buse. Donc la distance que parcourt le fil après le moteur est bien plus importante que là. L'intérêt d'avoir une courte distance, c'est que c'est pour les fils souples comme celui-ci, les TPU, c'est plus facile de faire naviguer le fil sur une petite distance que sur une grande distance. Sur une grande distance, on peut avoir des problèmes ou des micro-bourrages, ou en tout cas une arrivée du fil qui n'est pas régulière. Donc certaines imprimantes qui ont un extrudeur déporté ont parfois des soucis pour imprimer du TPU. Pour du TPU, il est conseillé d'avoir une technologie direct drive comme celle-ci. Donc voilà, alors je vais bouger légèrement la caméra pour que vous puissiez voir la bobine, voilà, qui se situe sur le dessus. Donc bobine qui est posée sur un système de roulement, hein, voilà, avec deux pièces rondes qu'on peut bouger en fonction de l'épaisseur de la bobine. Et là on voit une petite pièce en plastique qui est le détecteur de fin de filament, c'est-à-dire que quand la bobine est vide, lui s'en aperçoit, puisque le fil passe plus dedans forcément, ça arrête la machine, ça bip, et comme ça arrête la machine, en théorie vous ne perdez pas votre impression. C'est-à-dire que l'imprimante se met en pause, hop voilà, jusqu'à ce que vous rechargiez un fil, et que ça repart, pardon. Alors, à savoir, après, moi je travaille, ça arrive dans la journée, j'ai une bobine le soir, je la change. Est-ce que ma reprise d'impression se verra s'il n'y aura pas un sillon ou une couche qui sera un peu défectueuse? Ça, on verra. Bon, en tout cas, c'est pas mal d'avoir prévu ça. Ça permet d'arrêter proprement l'impression, plutôt que la machine continue d'imprimer alors qu'il n'y a plus de fil, ce qui fait qu'au final, ça donne quelque chose de complètement ridicule. Un écran tactile couleur, on en parlera sur la prochaine vidéo de présentation en détail. La petite clé USB avec le prise USB pour recevoir les fichiers. On a ici un lecteur de carte, micro SD, et on a aussi possibilité de brancher directement l'imprimante par un câble USB. Et aussi, dans les menus de l'écran, on a un menu qui nous parle de Wi-Fi. Elle n'est pas équipée Wi-Fi cette machine, mais j'ai cru voir sur certains forums qu'on pouvait ajouter à l'intérieur une carte Wi-Fi pour que ça se passe en Wi-Fi. Donc pourquoi pas. Deux axes ici pour l'axe des aides. Donc les moteurs pas à pas, entraînement par courroie. Ce qui est bien sur cette imprimante aussi, c'est qu'on n'a pas plein de câbles. Souvent on voit des câbles sur ces machines-là. Là c'est un système de nappe, comme sur les ordinateurs, donc ça fait propre, c'est assez clean. Donc la marque Artillerie, qui est française, hein, donc c'est une marque française, a fourni une petite housse avec la machine pour pouvoir glisser le câble USB, mais pour pouvoir glisser les pièces de rechange qui sont fournies. Vous avez des nappes de rechange, vous avez des roulements de rechange, et puis tout le petit kit d'outils pour desserrer, resserrer. C'est donc le seul petit bémol, si on devait donner un bémol, c'est qu'il n'y a pas d'échantillon de fil fourni avec la machine. Ouais, encore que, moi après quelques jours d'utilisation, je dis le seul petit bémol parce qu'il faut bien trouver un petit bémol. Je précise que là, j'imprime sans avoir modifié grandement les réglages au travers du logiciel, puisqu'on utilise un logiciel pour préparer l'impression. N'étant pas connaisseur suffisamment poussé, moi je suis en réglage de base, j'ai juste modifié la vitesse et la température de la buse par rapport au fil et les préconisations du fabricant du fil. Donc je refais le tour de la table, on va repasser sur la caméra principale pour un petit peu parler de ce que j'ai déjà imprimé, hop, et des deux technologies de fil. Alors le chrono aussi va venir là. Alors le chrono c'est
relativement poussiéreux, vraiment très très poussiéreux, parce que on fera une vidéo ce week-end sur comment nettoyer votre RC. Voilà, qu'est-ce que j'utilise. Et j'aurai pour l'occasion une invitée surprise pour cette vidéo. Ce sera ce week-end. Donc là, je fais un peu de teasing. Attention, ce week-end, vidéo de ouf avec une invitée. L'impression 3D. J'ai déjà imprimé quelques pièces. Hop, alors. Donc l'aileron est avec la même matière que celui-ci. On en parlera tout à l'heure. On va commencer par parler ce qu'on appelle le PLA. Le PLA, alors me demandez pas ce que c'est, hein, mais on dit tous PLA. C'est un filament extrêmement dur qui se chauffe à peu près à 200 degrés, qui donc fond et est déposé, et quand il refroidit, il redevient dur. Ça permet d'imprimer ce genre de pièces. Ouais, ce genre de pièces. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est après, plutôt dans ce sens-là, si je vais dans le bon sens. Mais avec cette imprimante-là, qui est vraiment pas mal, on peut imprimer ça. C'est extrêmement fin, très détaillé. On voit les petits trous sur les 3 minima, là. Les trous n'ont pas été percés par la suite, hein. C'est l'imprimante qui grâce au fichier, a créé cette finesse et cette résolution-là. On peut, voilà, on a un autre type de toute petite pièce, hein. Je vais faire le tour et mettre dans ma main des poignées de porte et des sortes de manilles. Hop. Donc là, j'espère qu'on verra quelque chose, que ce sera assez net. Je vais incliner la main. Donc là, on a des petites poignées de porte, ainsi que des crochets pour faire passer des manilles. Voilà. Donc là, c'est sorti, je dirais, sorti d'usine, c'est-à-dire que ça vient d'être imprimé, ça n'a pas été nettoyé, ça n'a pas été poncé. Tout est complètement de base, si je puis dire. Là, je vais m'approcher, ça va être un peu plus facile comme ça. Vous voyez là cette pièce-là, je n'ai strictement rien fait. Il n'y a rien de poncé, c'est vraiment, la pièce sort comme ça au niveau de l'imprimante. Celle-ci qui est la dernière pièce sortie, si je l'approche, je suis un peu loin de l'ordinateur, donc je ne me rends pas compte si c'est bien net, mais on voit que très peu les sillons, ou en tout cas les couches d'impression, parce que l'imprimante est capable, quand on lui demande une impression assez fine, de vraiment, on parle de hauteur de couche, donc ça on en parlera dans la prochaine vidéo, mais j'ai demandé vraiment pour cette pièce-là une hauteur de couche la plus basse possible par rapport à l'imprimante, et ça fait quelque chose de très propre. Là, la première pièce qui a été faite, ouais, donc, alors là, il y a déjà eu juste un coup de ponçage. À la limite, je peux vous montrer l'intérieur, qui n'a pas été poncé. L'intérieur n'a pas été poncé, et on voit les sillons, on les voit très peu. Donc là, il y a juste eu un coup de ponçage, y compris ici, juste un coup de ponçage. Donc là, on remarque que c'est le capot moteur avec la calandre. Donc vous commencez à deviner ce que c'est que ces pièces. Et puis là, l'arrière. Hein. L'arrière de la fameuse carrosserie, puisqu'il n'y a plus trop de mystère. Donc si je vous présente ça comme ça, on devine qu'on a une future carrosserie, hein, a priori. Une future carrosserie. Alors qu'est-ce que c'est comme véhicule? Faites une recherche sur internet, vous cherchez MATV ou MRAP. C'est tout simplement un véhicule 4x4 de l'armée américaine, plutôt destiné à aller dans le désert ou sur les terrains très accidentés. Véhicule relativement gros. Et puis là, voilà, une autre pièce qui elle sera le côté du châssis. Voilà, donc ça demande ce qu'on appelle de la post-production, un petit peu de ponçage, un coup d'enduit en bombe pour vraiment enlever tous les sillons, un petit coup de ponçage avec du papier à l'eau très fin, et on obtient quelque chose de très lisse. Si je prends cette pièce-là qui sera un bas de caisse, et que je prends les marchepieds, vous voyez que ça s'ajuste parfaitement. Et je le répète, hein, j'ai vraiment rien. Alors je vais faire le tour parce que ce serait plus sympa de mettre ça en plus gros. J'ai vraiment strictement, vous voyez là, je vais ajuster ça. Voilà ce que ça donne. Ça s'ajuste parfaitement. J'ai vraiment strictement rien poncé, troué. Tout à l'heure je parlais des trous. Vous voyez, on les voit là. Voilà, on voit les trous sur les 6 petites pattes roses. Comme on voit les trous ici. Là, l'imprimante l'a géré toute seule. Donc ça, toutes ces pièces-là que vous voyez ici, c'est fait en PLA. Il existe aussi du PETG, pour les plus connus et les plus utilisés, le PETG, qui est relativement dur, et apparemment avec une résistance mécanique encore supérieure.
Donc là, moi, je pris le PLA parce que ça me suffit. Après, effectivement, je pourrais faire un essai en PETG. Le PETG pourrait être utilisé par exemple pour faire des engrenages ou des choses comme ça avec des pièces en friction. Donc voilà pour ces pièces-là. Alors, on marque là que là j'ai le passage de mes roues. Ici j'ai le passage des roues, donc j'ai l'aile du véhicule. Sur celui-ci, on voit que c'est l'aile, on voit aussi le passage des roues, hein, voilà. Sauf que cette pièce-là est bien moins large que l'autre, parce que le MRAP, le MATV, a des garde-boue arrière en caoutchouc. Donc, caoutchouc, qui dit caoutchouc, dit souplesse, et là vous voyez que c'est imprimé aussi avec l'imprimante 3D. C'est vrai, ça se tord, ça se vrille. Voilà, c'est vraiment super sympa. Donc ça, là on est en PLA, là on est avec une matière qu'on appelle le TPU. C'est ce qui est en train d'être imprimé là en aileron, pour l'aileron du Chronos. Donc une sorte du filament toujours, mais assez souple, assez élastique, qui une fois chauffé prend la forme qu'on veut. Donc voilà, peut passer dans la buse dans l'imprimante et déposer le fil chaud. Et puis quand il refroidit, on obtient ces pièces-là et qui sont complètement souples. Donc là, vous voyez, cette pièce-là viendra ici. J'essaie de faire ça correctement avec mes gros doigts, que forcément je ne vais pas coller tout de suite puisqu'il faut que je prépare les pièces. Mais cette pièce-là viendra comme ça. Voilà, donc ça viendra contre la cabine. Et là, on a l'arrière du véhicule. Cette pièce-là, viendra comme ça. Et si je fais un assemblement un peu plus complet, celle-ci vient comme ça. Voilà, donc ça rentre à l'intérieur un petit peu, mais voilà, pour vous donner un aperçu de l'arrière du véhicule, ce sera quelque chose comme ça. Avec ici une sorte d'arceau, voilà. Et bien sûr, entre ces deux éléments-là, on aura forcément la cabine, et puis les bas de caisse, les marchepieds, voilà. Donc c'est une carrosserie pour aller sur le TRX4. Donc voilà, donc deux matières, PLA, TPU, deux applications différentes. Là, plutôt sur des pièces qui sont censées résister. Alors, attention, hein, on n'est pas sur de l'ABS, on n'est pas sur des propriétés mécaniques importantes. Hein. Sur une carrosserie, ça va très bien. On ne va pas sortir des triangles ou des fusées pour du bashing avec cette matière-là. Parce que cette matière, j'en ai pas de cassé ici, mais une matière qui est relativement cassante. Hein. Si je la prends, je force un peu, je la pète. Donc contrairement là où ça se flie, c'est flex, on va dire, parce que c'est le mot à la mode, flex. C'est flex, mais là ça pète. Après le PETG est plus costaud, vous avez même de l'ABS, voilà, donc, mais tous les filaments, il en existe plein à base de carbone, à base de particules de bois, tous ne sont pas forcément compatibles, en tout cas ne sont pas imprimables correctement avec toutes les machines. La Sidewinder X1 est capable de faire pas mal de choses. Par contre, un où c'est sûr que ça ne passe pas, c'est l'ABS, parce que l'ABS demande un caisson de chaleur, enfin demande des particularités un peu spécifiques. Donc voilà, pour cette présentation un petit peu rapide de l'impression 3D, je le répète, on fera une vidéo beaucoup plus complète par la suite sur l'imprimante en elle-même, sur quelques filaments et sur le logiciel qui sert à récupérer le fichier, qui est un fichier ce qu'on appelle STL, hein, le fichier qui va être modélisé. Puis après, ce fameux logiciel moi j'utilise Cura, le logiciel va découper la pièce en couches, voilà, successives, pour envoyer ça à l'imprimante qui, elle, va imprimer par couche. Vous imaginez, vous voulez faire un cône, on fait un rond avec le fil, un deuxième rond, un troisième, un quatrième, et petit à petit on monte comme ça, c'est différentes couches. Voilà. Donc on fera une vidéo pour parler de l'imprimante et du logiciel. De toute façon, alors toujours de façon simple et à mon niveau, c'est-à-dire pour les débutants, pour les gens qui ne s'y connaissent pas, et puis pour découvrir un peu comment ça fonctionne. Donc voilà, donc n'hésitez pas comme d'habitude à commenter, à partager la vidéo, et surtout à ajouter quelque chose, corriger une erreur que j'ai pu dire. Et puis si vous connaissez l'imprimante, la Sidewinder ou même l'impression 3D, n'hésitez pas à rajouter des éléments de façon à ce que les gens qui regardent la vidéo puissent simplement prendre connaissance d'autres technologies, d'autres types de filaments, parce que moi j'ai une imprimante résine depuis quelques mois maintenant, hein, même plus d'un an, donc je connais un peu plus l'impression résine, surtout pour l'usage de figurines, mais le dépôt de fil, c'est quelque chose que je découvre parce que je n'utilisais pas du tout, donc n'hésitez pas à, comme on dit, mettre vos grains de sel dans les commentaires de façon à faire avancer le schmilblick. Voilà, donc merci à vous, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.